Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et c'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui avec Marie-Claire Daveu, la directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering, le géant du luxe qui possède des marques comme Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga ou Boucheron. Comment produire du luxe responsable? Quelle est la feuille de route de Kering en matière de développement durable? Comment progresser en faveur du bien-être animal? Avec quels outils le groupe calcule-t-il son impact environnemental? Beaucoup de questions, vous le voyez, à aborder juste après ces titres. Et puis on conserve notre rubrique consacrée aux startups. Comme tous les jours, je vous présenterai Jeunot et son plateau de jeux inclusifs adapté aux enfants qui souffrent d'autisme ou de troubles cognitifs. Voilà pour le sommaire. C'est le grand entretien, tout de suite. Le grand entretien de ce Smart Impact avec Marie-Claire Daveu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice du développement durable et des affaires institutionnelles du groupe Kering. Alors, faut-il présenter Kering, groupe français, groupe de luxe, rayonnement mondial? Tiens, c'est combien de marques aujourd'hui et dans quel secteur? Alors, Kering, c'est déjà 47 000 collaborateurs à travers le monde. Ce sont des marques comme Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen. J'en profite, je fais la pub, je cite tout le monde. Donc mais là, on est dans le secteur du luxe, mode, vêtements, accessoires, etc. Il y a de la joaillerie aussi. Et il y a de la joaillerie avec Boucheron, Pomellato italien et Qeelin, qui est une marque chinoise. En 2015, le groupe de la famille Pinault, qui s'appelait PPR, a changé de nom pour devenir Kering, prendre soin. Est-ce que ça concernait déjà la planète en 2015? Alors, ça concernait non seulement la planète, mais ça concernait aussi, en fait, l'humain. Et ce qui est intéressant, si vous me laissez 30 secondes sur Kering... On a plus de 20 minutes, c'est le grand entretien. Génial. Allez-y. Donc, Kering, en fait, c'est Care, qui veut dire la maison en breton, et c'est aussi les origines bretonnes de la famille Pinault. Et moi-même qui suis bretonne, j'en suis ravie. Et le ING, c'est le mouvement, c'est l'international, c'est l'avenir. Et c'est vrai que quand on le prononce, on a cette notion de prendre soin, faire attention. Et évidemment, dès cette époque-là, et même bien avant le changement de nom, tout ce qu'on met derrière, la RSE, le développement durable, sustainability, c'est au cœur de la stratégie. Mais je vous pose cette question, parce qu'en 2015, il n'y avait pas forcément beaucoup de groupes, peut-être encore moins dans le luxe, qui se posaient la question de prendre soin de la planète ou de faire twister en tout ou partie son modèle économique pour avoir moins d'impact. Alors là-dessus, ça remonte même avant 2015, c'est-à-dire que quand François-Henri Pinault a pris les rênes de ce qui s'appelait PPR, puis Kering, il était convaincu que ce que l'on met derrière les notions de développement durable et donc de planète et aussi le côté humain, c'était clé non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons de business. Et il a toujours considéré qu'un groupe PPR puis Kering devait apporter sa pierre à l'édifice pour changer de paradigme et qu'en même temps, il y aurait un impact positif pour le groupe. Et c'était très avant-gardiste, puisque quand on parle des années 2011, 2012, etc., où déjà il s'exprimait sur cette thématique-là, oui, on n'était pas nombreux. Oui, avec, dès 2015, le premier compte de résultats environnementaux. Alors, c'est quoi ? Ça marche comment, ça? Si vous me laissez 30 secondes, mais ça va quand même être extrêmement synthétique de l'expliquer en 30 secondes. C'est un outil. Donc, en fait, en français, ça serait le compte de résultats pour l'environnement. Donc, c'est un outil qui permet de mesurer notre empreinte environnementale, non seulement dans nos propres opérations, c'est-à-dire nos ateliers, nos boutiques, nos bureaux, mais aussi de mesurer notre empreinte environnementale tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. Donc, je remonte à l'élevage de bovins, je remonte au champ de coton. Également sur la partie aval jusqu'à la fin de vie en fait du produit, donc quand le client l'utilise, etc. Et on lui donne une valeur monétaire. Donc on parle en euros, ce qui permet aussi, et pardon, c'est un peu jargonneux, de voir quels sont non seulement les impacts directs, mais aussi indirects. C'est-à-dire que quand j'émets des émissions de gaz à effet de serre, j'ai aussi un impact sur la biodiversité. Quand j'émets des polluants locaux, j'ai un impact sur la santé humaine. Et la grande force de cet outil, c'est vraiment de s'exprimer en euros. Donc nous, on demande aujourd'hui à nos patrons de maison de manager
leur PNL classique et à côté avec leur PNL. Est-ce que c'est si facile à calculer, justement? Parce que le carbone, c'est assez simple, mais dès qu'on parle de biodiversité, c'est déjà plus compliqué. Alors, c'est pas facile du tout. C'est un outil qui est, je dirais, en termes de méthodologie, en progrès permanent. C'est pour ça aussi qu'avant de publier ce premier compte de résultats groupe en 2015, nous avions démarré dès 2011 et on a travaillé aussi bien avec des cabinets de consultants qu'avec des universités. Donc, on a travaillé avec le Cambridge Institute, on a travaillé avec des universités allemandes quand on parle produits chimiques. Donc, on travaille aussi avec des experts du sujet. Et ce qui était très important pour nous aussi, vous voyez, quand vous donnez une valeur monétaire à la nature, à la biodiversité, c'est que ça soit aussi compris par nos parties prenantes, par les ONG, par les autres acteurs. Et donc, à chaque phase du process, on inclut ces personnes-là. Vous parlez des parties prenantes. Est-ce que c'est plus facile d'embarquer aussi ces fournisseurs, ces sous-traitants, quand on parle en euros ou en dollars? Alors, moi, ce que je trouve formidable avec l'IPNL, au-delà du fait que, vous voyez, de dire je consomme 1 litre d'eau dans une région aride ou dans une région qui pleut beaucoup, ça n'a pas le même impact environnemental. C'est surtout, c'est un peu comme l'anglais. Vous avez en fait un langage commun et on est un peu tous formatés à avoir une approche en fait plus business, plus financière. Si je vous dis aujourd'hui j'ai consommé pour produire, j'en sais rien, 1 mètre carré de cuir, c'est vraiment des chiffres au hasard, 100 litres d'eau, personne ne comprend. Si en revanche je dis j'ai eu un impact sur l'environnement de 10 euros, de 100 euros, j'ai ce langage commun qui est très puissant. C'est aussi un outil qui permet de progresser? Vous le publiez chaque année? Vous le publiez tous les On le les publie 2, chaque 3 ans, année. Chaque année, Et quand on parle comment travailler avec les fournisseurs, c'est aussi très important d'avoir une base de départ. Nous, on doit faire des efforts, mais on demande aussi des efforts à nos fournisseurs. Et si vous ne mesurez pas ce que vous faites, c'est sympa, mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais ça reste de la com. Si vous voulez objectiver, c'est important d'avoir de la mesure et de la mesure fiable. Honnêtement, avec les fournisseurs, ça a été un gros travail pour eux, et donc il a fallu aussi faire preuve de pédagogie pour leur montrer que quand on demandait de la donner aux fournisseurs, ça allait être aussi utile pour eux. Vous en avez perdu en route? Non. Parce qu'on est dans une vraie question. Quand on est un géant de quel que soit le secteur et qu'on donne d'une certaine façon des injonctions environnementales à ceux qui travaillent avec vous, on peut en perdre en chemin, ou alors essayer de les accompagner, de prendre son temps. Mais c'est la question du rythme de la transition, et on est au cœur de la transformation de notre économie. Donc pour un groupe comme le vôtre, ça se pose aussi. Oui, mais c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que on ne fonctionne pas sous forme d'injonction, mais nous sommes partis très tôt. D'accord. Donc on a laissé le temps d'évoluer. On a été dans une démarche partenariale et on n'a pas mis dans un contrat une clause « donnez-moi telle et telle, si vous voulez, quantité d'émissions de gaz à effet de serre du jour au lendemain », sachant en plus que, comme vous le savez, on mentionnait les marques, on est vraiment dans le secteur du luxe et beaucoup de nos fournisseurs sont des petites structures, c'est très artisanal. Donc du jour au lendemain, on ne va pas leur demander de remplir des tableaux Excel avec plein de chiffres sans les accompagner. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est que nous avons aussi développé des programmes avec eux pour qu'eux-mêmes puissent s'améliorer de façon opérationnelle. Et vous dites, on est en pleine transformation de l'économie avec cette transition. Ce qu'ils font est à la demande de Kering, mais c'est maintenant aussi utile par rapport à l'autre client. Oui, évidemment, ça leur sert pour d'autres clients. Un engagement, il y en a plusieurs, mais un engagement de Kering sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, engagement à réduire de 40% ces émissions absolues de gaz à effet de serre d'ici 2035 par rapport à 2021. Vous en êtes où aujourd'hui ? 2021, sur l'ensemble des scopes. Sur l'ensemble des scopes. 1, 2 et 3, voilà, donc en engageant toute la chaîne de valeur. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui ? C'est que ça a été une décision extrêmement importante de dire on a mis des programmes, on est le plus efficient possible. On avait déjà atteint un objectif avec 4 ans d'avance de réduire de moins 40% en intensité, mais quand votre business augmente, vous émettez de plus en plus. Donc, d'où ce choix de l'absolu. Aujourd'hui, où nous en sommes, nous avons établi marque par marque quel est le chemin à parcourir, et donc nous mettons en place les premières mesures. Alors, premières mesures qui vont de développer tous les programmes qu'on a fait pour avoir de la matière première issue de l'agriculture régénératrice, pour trouver des matériaux alternatifs. Par exemple, on a Balenciaga
qui a utilisé du mycélium, de champignons pour se substituer au cuir. Oui, on reviendra sur les innovations, Bon, c'est très intéressant. Mais c'est comme ça qu'on y arrive concrètement, c'est d'avoir à l'intérieur de nos propres frontières légales 100% d'électricité issue des énergies renouvelables. Et puis surtout, extrêmement important, et ça, le luxe, je dirais, a un avantage intrinsèque, c'est de produire la bonne quantité, vous voyez, pour limiter les invendus. Et puis, j'en arrêterai là. On a aussi développé beaucoup de programmes de réutilisation de la matière première. Et donc, c'est ça qui est aussi compliqué pour ceux qui mettent en œuvre, puisque moi, au corporate, quelque part, je suis leur sparring partner, mais je ne fais pas concrètement. C'est qu'il n'y a pas la solution magique, il n'y a pas le miracle. Donc, c'est vraiment à tout instant, depuis le design, le choix de la matière première, l'utilisation des process, où il faut que ça soit vraiment au cœur des actions. Je vous propose de détailler une action à impact autour du Cachemire, projet Cachemire qui a été lancé en 2014. Alors déjà, pour bien comprendre, le Cachemire, c'est forcément la Mongolie, c'est la région où il faut se fournir, c'est ça ? C'est une des régions, et de toute façon, c'est vraiment dans ce type de zone géographique que vous trouvez en fait le Cachemire. Et le Cachemire est effectivement un bon exemple, puisque nous avons décidé, quand on parlait du compte de résultat pour l'environnement, d'agir le plus en amont possible, puisque en gros, en ordre de grandeur, 80% de nos impacts ne sont pas liés à nos propres opérations, mais sont dans la supply chain. Et donc de monter des programmes d'approvisionnement. Et en termes de volume, à l'échelle du groupe, le Cachemire n'est pas forcément la matière la plus significative. En revanche, en termes d'impact environnemental, c'est une matière qui a pas mal d'impact. Donc, on s'est dit, on travaille avec les éleveurs en Mongolie, donc avec une sorte de coopérative. Des éleveurs de chèvres, c'est ça ? Exactement, avec une ONG locale, parce que c'est pareil, mais c'est pas depuis Paris. Vous imaginez bien qu'on va manager et suivre les programmes. Et puis vraiment de détailler en disant combien d'animaux à l'hectare, les fameuses bandes enherbées, et aussi, ce qui est très important pour le groupe, c'est le bien-être animal, et donc aussi de mettre des critères, et il y a tout un programme de formation au départ, et maintenant on le met dans nos matières premières. Qu'est-ce qui se passait ? Est-ce qu'on peut dire que le Cachemire était, alors pas seulement pour vous, mais victime de son succès au niveau mondial, et que donc ça obligeait ces régions à finalement de moins en moins respecter l'environnement ? Alors moi, je ne parlerai pas spécifiquement de ces régions, je parle globalement de la production de toutes ces matières premières, où il y a une marge de progrès justement pour introduire des critères environnementaux qui sont plus exigeants. Mais c'est vrai aussi pour le coton, c'est vrai pour la laine, c'est vrai pour le cuir, et c'est pour ça que, basé, on va dire, sur l'expérience qu'on a eue avec le Cachemire, on a développé un fonds sur l'agriculture régénératrice. Alors, agriculture régénératrice en deux mots, on n'est pas dans l'agriculture conventionnelle, mais on n'est pas non plus dans l'agriculture bio. Vous avez le droit à utiliser des intrants, etc. Mais vous laissez au sol la capacité, en fait, de se régénérer, et notamment, vous augmentez sa capacité de séquestration carbone. Et vous le faites avec une ONG, je crois, qui s'appelle Conservation International. Et donc, c'est quoi ? Il y a différents projets un peu partout dans le monde ? Oui. Et alors, nous, en tant que Kering, on a pris l'engagement d'ici 2025 d'avoir transformé 1 million d'hectares en fait, d'agriculture conventionnelle en agriculture régénératrice. Nous avons en fait 7 projets dans 6 pays. J'en ai visité un il y a quelque temps, par exemple, avec la présidente de la FNSEA en France. On en a aussi en Afrique du Sud, voilà, dans différentes régions du monde. Et c'est vraiment de se dire, notre objectif à terme, en moyenne, il faut 3 ans pour changer de conventionnel à régénératrice. Et c'est qu'ensuite, on puisse avoir toute une supply chain qui, au fur et à mesure, s'alimentera à partir de cette matière première. L'exemple français, c'est quoi ? Qu'est-ce qui change en concurrence ? C'est pour produire quoi, tiens ? Alors, l'exemple français, c'est notamment dans les pratiques culturales, et c'est dans le Lot. On a réintroduit, en fait, dans la nourriture des animaux, ce qui s'appelle le sainfoin. Et le sainfoin, c'est une petite légumineuse qui permet à la fois d'avoir une couverture des sols pour éviter l'érosion, et qui permet aussi, en fait, de mettre moins d'azote
dans les sols, puisque c'est une légumineuse et elle nourrit l'azote. Vous avez... Allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Non, et en fait, ce qui est assez marrant quand on parle de ce type de pratiques, c'est des pratiques qui existaient de manière ancestrale. Donc, honnêtement, on n'est pas dans la disruption, comme quand je vous parle du mycélium de champignons, mais c'est simplement de remettre ces pratiques au goût du jour, et aussi que ça soit rentable pour l'éleveur. Évidemment. On est en plein dans l'actualité en ce moment avec les manifestations d'agriculteurs. Justement, l'innovation, vous avez évoqué ce que faisait Balenciaga. C'est quoi? C'est une sorte de nanocellulose, c'est ça qui sont Alors, non. Là-dessus, ce que j'évoquais, c'est le fait qu'on a été capable, à partir en fait, du mycélium de champignon, qui est la racine du champignon, de faire une matière première, donc qui a un toucher, qui a une résistance, etc., qui est extrêmement intéressante, et donc de faire, par exemple, des manteaux à base de mycélium de champignons. Mais nous, l'innovation, on considère, vous voyez, qu'il y a le côté bonne pratique qui est essentiel, mais que si on veut justement atteindre cet objectif extrêmement ambitieux de 40%, on n'y arrivera pas sans l'innovation. Oui, c'est aussi l'objectif de trouver des alternatives au cuir animal. Aussi au cuir animal, notamment se met en jeu. Tout à fait. Et donc, par exemple, c'est trouver des alternatives au cuir d'origine animale, trouver aussi simplement de nouvelles matières premières qui peuvent être intéressantes. Vous voyez, la marque Gucci utilise un produit qui s'appelle Demetra, donc qui a été conçu vraiment par la marque en partenaire avec des tanneries, etc., et qui est 100% d'origine végétale. Et donc, à chaque fois aussi, il faut faire attention quand on met un nouveau produit, c'est qu'il n'y ait pas des externalités négatives qui viendraient d'utilisation de produits chimiques ou de trop consommation d'eau. C'est sûr que si l'alternative est ultra consommatrice en énergie fossile, il n'y a pas de logique. Voilà, donc on essaye, et c'est ça aussi la complexité. Et puis après, vous voyez, pour vous donner un ordre de grandeur, on travaille entre les marques et le corporate avec plus de 250 startups. Donc, sur les matières premières, aussi, par exemple, comment faire de la coloration avec des micro-organismes, jusqu'à la fin de vie du produit, comment je peux faire du surcyclage, du recyclage à grande échelle. Ça veut dire que ces startups, vous les accompagnez, parfois vous les rachetez ? Alors, il y a différents modèles. Ça va de on fait un petit partenariat, on essaye ensemble de faire quelque chose, jusqu'à on prend des participations et pourquoi pas avoir une intégration. On est très agile, si je peux me permettre, dans comment travailler. Et je pense que les startups sont aussi contentes de travailler avec nous, parce que si ça marche dans le luxe, elles pourront aussi vendre à d'autres marchés. Mais je vous pose la question, parce que l'innovation, elle vient aussi en interne. Je crois que vous avez ouvert, ça fait plus de 10 ans, le Material Innovation Lab à Milan. Donc là c'est quoi? Vous testez des nouveaux textiles en permanence, par exemple? On a ouvert ça, et vous voyez, c'était assez précurseur, puisqu'on a créé ça en 2013. Bon. Et c'est ça, c'est à la fois, on essaye de trouver de nouveaux textiles, et encore une fois, de nouvelles matières premières, mais c'est aussi un rôle d'accompagnement de l'écosystème des fournisseurs. Et donc, c'est pareil, de stimuler, voyez, les fournisseurs pour qu'eux-mêmes, sur de la matière peut-être un peu plus traditionnelle, arrivent à faire des innovations qui permettront de réduire l'impact. Et aujourd'hui, on est à plus de 3800 échantillons de textiles que le MIL peut proposer à nos marques. Vous avez rejoint le programme SBTN, Science Based Targets for Nature. Ça permet quoi? De faire des choix éclairés? Parce que la difficulté quand on est face à une transformation du modèle, en tout ou partie, comme je le disais tout à l'heure, c'est de prendre le bon chemin. Surtout quand on investit pas mal d'argent. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes allé vers le programme SBTN? Alors, d'abord, ça rejoint le sujet que vous mentionnez. Quand on parle carbone, c'est beaucoup plus facile parce que les métriques existent depuis plus longtemps. On a su avoir en fait des modèles assez rapidement qui transformaient le méthane, les autres gaz à effet de serre en équivalent carbone. En revanche, et c'est un bien public mondial, donc on raisonne à l'échelle planétaire. Quand on parle biodiversité, c'est pas pareil d'avoir un impact sur des espèces liées à la nature ordinaire ou avoir des impacts sur des espèces endémiques. Et on voit bien que d'avoir des métriques, de mesurer son impact, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Moi, je suis en train de coordonner à la demande du ministère un groupe de travail sur la biodiversité avec des concurrents et d'autres, on va dire, industries qui sont dans le textile, mais pas sur
nos segments de luxe, on voit la première question, mais c'est comment on mesure. Et donc SBTN nous semblait extrêmement intéressant pour devenir peut-être la SBTI du climat. Justement, est-ce qu'il y a une coalition du secteur, alors au-delà du luxe, mais du secteur on va dire de l'habillement pour réduire son impact? Ou est-ce que finalement, vous êtes en concurrence, donc chacun suit son chemin, quoi. Alors nous, on a positionné, et ça c'est vraiment à la demande de François-Henri Pinault, on est dans un secteur concurrentiel, hein, donc on n'est pas au monde des bisounours. Voilà. En revanche, lui, dès le début, et avant que ce sujet devienne quelque part tendance, il a été convaincu que si on voulait changer de paradigme, il fallait qu'on travaille, et pardon de l'anglicisme, dans une méthode ouverte, voyez l'open source, etc., et qu'on partage tout ce que l'on fait. Première chose, et que deuxièmement, même quand on était un groupe Kering, et que nos volumes étaient significatifs, on n'était pas suffisamment grand pour changer tout seul l'ensemble de la supply chain, etc. Donc ça, c'est vraiment une conviction profonde qu'on a depuis des années. Et en 2019, à l'occasion du G7, quand la France présidait le G7, le président Macron a confié en fait à François-Henri Pinault la création d'une coalition pour le secteur du textile, donc là, tout segment, toute catégorie confondue, et qui a donné naissance au Fashion Pact. Et donc aujourd'hui, on a le Fashion Pact, où vous avez aussi bien Chanel, Kering, vous avez en même temps le groupe Inditex, vous avez Nike, vous avez Adidas, vraiment tous les segments sont représentés. Il y a des marques de fast fashion là-dedans ? Oui. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment le secteur textile qui se mobilise ensemble pour avoir des actions concrètes. Et pour la partie joaillerie, horlogerie, donc en dehors du cadre, on va dire, du G7, nous avons monté en 2021 avec nos amis de Cartier, donc du groupe Richemont, le même type de coalition, mais pour l'horlogerie et la joaillerie, et nous co-présidons avec Cartier. Je vous pose cette question parce que c'est vrai que le modèle de la mode, c'est de nous inciter à renouveler, j'allais dire au mieux une fois par saison, et puis au pire toutes les semaines, quand on parle de l'ultra fast fashion. Il y a là une contradiction presque philosophique quand on est dans un groupe comme Kering. Vous voyez ce que je veux dire ? On a ces enjeux environnementaux, mais on continue d'inciter les consommateurs à changer parce qu'on veut suivre la mode. Mais pour moi, si vous voulez, quand on est chez le groupe Kering, on produit des produits de luxe qui sont des produits de qualité et qui sont faits pour durer. Quand vous demandiez comment on agit avec les startups, on a cru très tôt dans le groupe à la seconde main. Et donc, c'est pour ça qu'on a investi dans vestiaires collectifs, etc. Et les produits, et là au sens premier du terme, sont faits pour durer, pour avoir un deuxième usage. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on parle seconde main pour le luxe, c'est intéressant d'un point de vue business et c'est intéressant pour la planète et c'est aussi intéressant d'un point de vue social puisque vous donnez accès. Après, et je trouve ça très courageux de la part d'un certain nombre de marques qui ont rejoint en fait le Fashion Pact, où pour eux le volume est essentiel et sont en train en fait d'avoir des actions significatives pour transformer leur business model. Et vous le mentionnez vous-même au début, c'est pas facile. Quelque part, quand je suis dans le luxe, je vais pas m'auto-flageller en disant tout est facile pour moi, loin s'en faut. Hein, je vous assure, le quotidien est pas si simple que ça. Mais je fais de la qualité. Je suis sur des volumes restreints parce que le luxe, par essence, n'est pas inclusif. Et donc, c'est intéressant que vous ayez en fait des marques, des groupes qui puissent aussi partager leurs bonnes pratiques pour que d'autres puissent les mettre en œuvre. Merci beaucoup, Marie-Claire Daveu, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec Noémie Ognot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Genot, entreprise créée en 2022. Avec qui et puis surtout pourquoi ? Alors, avec qui on est 4, donc avec ma maman, qui est directrice administrative et financière, René, qui est directeur logistique, et Joël, qui est notre directeur commercial. Mais c'est vrai que c'est moi qui ai créé à 90%, on va dire, et mes associés m'ont rejoint ensuite. D'accord. Pourquoi ? C'était quoi votre idée de départ ? Moi, je voulais créer un jeu qui soit à la fois éducatif, ludique, mais surtout inclusif, parce qu'aujourd'hui, on en manque profondément, alors qu'il y a un vrai besoin. Et c'est parti d'où ? D'une expérience personnelle ?
Alors, plus ou moins. En Ouais. fait, moi, j'ai fait un BTS Design Produit. Et donc, c'était mon projet de fin d'études. C'était mon mémoire. D'accord. Et donc, j'ai proposé le produit pour mon BTS. Donc, je me suis imprégnée d'une structure médicalisée pour comprendre le besoin et le créer au mieux avec les utilisateurs, donc les enfants et les professionnels et les familles. Alors, ce jeu, comment s'appelle-t-il? À qui il s'adresse surtout? Alors, le jeu s'appelle Super Co-Quotidien. Donc, ça veut dire les super copains du quotidien. Donc, c'est 4 super-héros qui accompagnent les enfants tout au long de la partie. Et à qui ils s'adressent? On travaille, nous, aussi bien avec donc, les enfants, bien sûr, qui sont les utilisateurs, mais aussi bien avec des particuliers qu'avec des professionnels. Donc, on va travailler avec des structures médicales, avec des écoles, avec des maternelles, des centres aérés. Sont des enfants qui souffrent d'autisme, de troubles cognitifs Par exemple. Par exemple, oui. Nous, on s'adresse à tous les enfants, sans exception, mais aussi, et c'est ça la force de notre projet. C'est en ça qu'il est inclusif, Exactement. ce jeu. Ouais. C'est le fait d'être adapté aussi à ces enfants qui ont des besoins particuliers, notamment des enfants atteints d'autisme, de trisomie 21, de retard d'apprentissage. Je veux bien revenir sur le processus de création, parce que quand on se lance ce défi, il y a à la fois le retour d'expérience des utilisateurs, les enfants, et puis peut-être aussi des scientifiques, des médecins qui vous ont accompagné. Comment ça s'est passé? Tout à fait. Alors, dans un premier temps, comme je vous le disais, j'ai intégré donc un centre spécialisé, donc un CESAD, et j'ai passé un jour par semaine avec les enfants, les professionnels, les familles, pour comprendre. Et après mon BTS, j'ai créé un conseil scientifique pour vraiment rendre le projet plus professionnel, alors qu'à l'époque, il était plus un projet étudiant. Et là, j'ai créé donc ce conseil scientifique avec des neuropsychologues, des éducateurs, des psychomotriciens, des orthophonistes, etc. Donc tout un panel de professionnels sur l'éducation et sur la santé pour professionnaliser le projet, le produit, et le rendre sûr, on va dire, autant sur le point de vue éducatif que sur... C'est quoi le défi quel est le défi le plus compliqué à relever quand on crée un jeu comme celui-là? Je dirais, pour ma part, le plus difficile, ça a été d'avoir cette crédibilité sur la partie éducative et médicale, on va dire. Alors, médicale, c'est un grand mot, on est sur un jeu, mais sur cette partie éducative, parce que, comme je vous le disais, moi, j'ai fait des études de design produit et j'avais besoin d'avoir cette certitude que le jeu était fonctionnel et éducatif et ludique, évidemment, pour les enfants. Moi en vous écoutant, je me dis, si ce jeu s'adresse à tous les enfants, notamment ceux qui peuvent souffrir de troubles cognitifs ou par exemple d'autisme, ça ne doit pas être si simple que le jeu fonctionne avec, tout type de gamins. Ouais, je comprends très bien. Ça devait être un sacré défi. Je comprends très bien votre réflexion et en fait, finalement, c'est évident quand on travaille dessus parce qu'en fait, ces enfants qui ont des besoins particuliers, c'est pas forcément des besoins différents, en tout cas pas très différents. Il suffit juste de quelques améliorations, quelques modifications sur des jeux classiques pour les rendre accessibles. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, nous sur le jeu, on a créé des questions ouvertes, comme dans le Trivial Poursuite par exemple, et des questions fermées, tout simplement pour s'adapter aux enfants qui sont non-verbaux, donc par exemple avec des troubles autistiques, mais aussi aux enfants qui n'ont pas encore développé l'oralité. Donc, par exemple, des 2 ans et demi, si l'enfant n'a pas encore commencé vraiment à verbaliser. Il y a d'autres jeux en préparation ? Oui, il y a un deuxième jeu en préparation qui devrait, j'espère, sortir en 2024 si tout se passe comme c'est prévu. Donc, quelle différence? Je ne veux pas trop dévoiler, mais c'est quoi? C'est un autre type de public ou alors c'est d'autres jeux, d'autres mécanismes que vous proposez? Le fil rouge de la société, donc de notre maison d'édition qui s'appelle Jeunot, c'est vraiment de garder en tête l'autonomie, donc c'est vraiment notre fil rouge, et notre public, donc de rendre toujours les jeux inclusifs, adaptés à tous. Et donc le deuxième jeu sera sur un public un tout petit peu plus élevé en termes d'âge, on va dire. Alors, on ne parle pas trop d'âge, nous, dans notre travail, on va dire, mais disons un petit peu plus élevé en termes d'âge, et toujours sur l'autonomie, mais cette fois, ça sera sur l'autonomie en extérieur, alors que ce premier jeu, il est sur l'autonomie à la maison. D'accord. Pas mal de sport et d'activités en extérieur. Année Jeux Olympiques, ça tombe bien. Merci Exactement. beaucoup. Merci Noémie Hennion et bon vent à Jeunot. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Salut.